Donc, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bueno, buenas tardes. Alors, Estáis bonjour. Vous êtes à l'objectif politique de personne ne se tromper des salles, c'est ça? como hemos explicado esta mañana, Comme on l'a expliqué ce matin, il y a quatre objectifs politiques et un objectif indirect de gouvernance. Dans les quatre objectifs politiques, donc celui-ci est un objectif est l'objectif 2 concernant une Europe plus verte. entonces, Alors, dentro de esta prioridad, del objetivo dans político, cet estamos viendo objectif protección y consolidar los politique, valores on va parler de ecologistas. la protection, Y dentro consolidation de des valeurs esta prioridad écologiques. Et tenemos puis, dans cette diferentes priorité, objetivos. il y Yo a creo quelques que es objectifs algo politiques que différents. hemos llegado a. Et c'est donc le niveau de détail De esta auquel nous nous sommes arrivés ce matin. Donc, dans cette priorité, nous trouvons le changement climatique, la prévention des risques, l'accès à l'eau, l'économie circulaire et la protection et conservation de la nature. Bueno, tenéis la suerte. Vous avez donc la Podemos chance, que on a tous la objetivo chance en fait, político es uno que de cet los más objectif dotados politique est l'un des plus dotés du point de vue financier de cette période de programmation. Il y a donc 55,2 millions d'euros pour cette période, ce qui représente presque 25% du budget total prévu pour ce nouveau période de programmation. Donc, dans cet appel, le budget disponible est de 30,4 millions d'euros. Donc, c'est la priorité la plus dotée financièrement. Donc, il y a là plus de possibilités, évidemment. Comme nous allons le voir, il se peut qu'il y ait des projets qui puissent représenter un volume important de dépenses. J'ai du mal à passer les diapositives. Donc, je vais passer objectif par objectif et je vais donc les expliquer un par un. D'accord? Nous allons lire le texte de chaque objectif spécifique et puis nous allons donc voir les typologies d'action. Dans cet objectif spécifique, nous allons parler de favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophes et la résilience en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes. Pour ceux qui ont participé dans la période de programmation 2014 dans 2020, dans la période antérieure, on parle ici de l'axe de les priorités d'investissement 5.1, 5B, donc adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels. Les typologies d'action. Dans ce cas-là, prévention et gestion de risques. Là, nous avons des systèmes et outils de suivi d'alerte précoce pour la prévention et gestion de risques, gestion des risques de catastrophes naturelles et formation et sensibilisation des citoyens. Il y a donc des projets qu'on pourrait mentionner ici. Avant, il y a eu une question concernant où on pouvait trouver des partenaires. Eh bien, concernant cet objectif spécifique, il y a de nombreux projets programmés ou qui ont été effectués dans la période 14-20. Comme par exemple, ici, il y a des visages connus, des projets comme Scurus, Alerte, Risque, SCT Adapt, qui est un projet de sensibilisation et adaptation au changement climatique, au PCC, tous les projets qui ont été programmés, parmi eux, Canopée, Florapin, Pied d'Agua, etc. Et voilà, cela serait inclus dans l'axe changement climatique, mise en œuvre des stratégies d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Donc, en fonction de l'objectif spécifique que vous allez choisir, vous aurez donc les indicateurs de réalisation. Dans la brochure qui a été inclus dans votre sac, il y a
un tableau que moi, je préconise utiliser. C'est ce tableau-là. Il s'agit de celui-ci. Là, vous avez une colonne OP et vous allez trouver donc là les objectifs politiques et puis OE, une colonne OE avec des numéros concernant les objectifs spécifiques et puis à gauche, tous les indicateurs. Donc, en fonction des objectifs spécifiques sélectionnés, nous allons obtenir directement un indicateur de réalisation et automatiquement, il y aura un indicateur de résultat déjà choisi et c'est une avance vis-à-vis de la période antérieure. Donc, cela simplifie les choses assez. Donc, il faut bien quantifier tous ces indicateurs, ce qui est qui va vous donner un élément additionnel pour l'évaluation de votre proposition. Donc, il faudra que vous voyez bien dans le programme quelle est la contribution prévue par le programme pour cet indicateur spécifique. Et puis, il faut toujours savoir ce qui est attendu du programme concernant cet indicateur et quelle dotation est prévue pour cet objectif spécifique et puis quel est le budget de votre projet. Donc, en fonction de ça, vous allez obtenir une valoration de la contribution que votre projet peut avoir. C'est-à-dire, si votre programme souhaite arriver à 5% de la zone couverte par des mesures de protection contre des catastrophes naturelles, peut-être qu'un seul projet, si 33 millions ont été prévus pour cet appel ou 50 millions pour le total de cette priorité et votre projet n'est que d'1 million d'euros, probablement son impact ne va pas être pareil avec 1 million ou avec 50, d'accord? Donc, si le programme souhaite arriver à 100%, donc votre projet peut-être ne peut pas arriver à 100% parce que sinon, avec un seul projet de 100, ce ne serait pas logique. Donc, il se peut qu'il y ait un seul projet programmé concernant des incendies, par exemple. Et donc là, il y aurait un impact énorme. Mais la période de programmation serait très ample. Donc, il faut jouer avec quelques variables. Et donc, votre raisonnement doit être cohérent vis-à-vis de cette indication. Il faut des sources d'indication qui soient vérifiables pour après effectuer un suivi et obtenir des données clairement. L'objectif spécifique suivant serait favoriser l'accès à l'eau et une gestion durable de l'eau. Cet objectif spécifique vis-à-vis de la période antérieure, alors il n'y avait pas un axe spécifique, mais c'est vrai qu'il y a eu un projet dans l'axe 2 qui était Pirawas concernant les eaux superficielles, souterraines et puis l'impact climatique dans ce genre d'eau. Et puis, dans l'axe 1, dans la période précédente, il y avait des projets de potabilisation et pollution des eaux. Quelles sont les typologies d'actions attendues concernant cet objectif spécifique? Développement de nouvelles technologies écologiques et durables, développement des activités économiques durables et génératrices d'emplois, mettre en œuvre une gouvernance partagée des versants transfrontaliers, conservation et restauration de l'environnement naturel basé sur la nature, favoriser l'utilisation durable des ressources en eau, minimiser les risques pour la santé humaine et l'environnement liés aux polluants présents dans les ressources en eau. Vous l'avez dans le programme. Et même si votre projet pouvait être lié à des typologies d'actions différentes, il faut choisir celle qui soit plus pertinente concernant votre projet. Les indicateurs de réalisation de cet objectif spécifique seraient des stratégies et plans d'action élaborés conjointement, des solutions élaborées conjointement, et l'indicateur de résultat serait donc stratégie et plans d'action communs adoptés par les organisations. Et ici, il n'y a pas beaucoup d'options. N'importe quel de ces indicateurs de réalisation va vous amener à cet indicateur de résultat qui est unique. L'objectif spécifique numéro 6 est favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des ressources.
Donc, nous passons aux typologies d'action. Soutien aux activités communes pour l'amélioration de la durabilité, de la réutilisation, l'évolution, la réparation et la traçabilité des produits. Coordination des stratégies régionales pour l'économie circulaire, circularité de processus industriels transfrontaliers, système commun des collectes des gestions de déchets et sensibilisation du consommateur. Donc, indicateurs de réalisation. Les voilà ici, sont liés aux entreprises. Ici, vis-à-vis des trois premiers, nous voyons ici que la typologie de participants, c'est plutôt de bénéficiaires que de participants, bénéficier de ces aides. C'est-à-dire, si vous, par exemple, en tant que partenaire, vous êtes en train de mettre en œuvre un projet d'économie circulaire de matériaux de construction pour des voies vertes, par exemple. Donc, alors, vous allez faire une formation concernant l'utilisation de ces matériaux-là, mettons. Et vous allez former toute une série d'entreprises. Vous allez inviter des entreprises à participer dans vos activités de formation. Donc, cette invitation à ces entreprises, les entreprises qui vont bénéficier de ces activités, donc, que vous allez programmer dans votre projet, donc, vont avoir une aide indirecte, non financière, parce que vous ne pouvez pas donner une aide financière, mais vous leur invitez à participer. Et donc, c'est important de tenir compte des aides d'État. Je pense qu'on n'a pas trop les mentionné, on les a pas trop mentionnées. C'est-à-dire des aides de l'État. Lorsque vous allez remplir votre formulaire, vous allez voir qu'il y a des questionnaires là. Et si vous voyez que ces entreprises bénéficient ou participent ou font une activité économique et qui bénéficient des aides, et elles peuvent obtenir des aides indirectes, mais cela doit être reflété sur le formulaire. C'est une parenthèse que je fais vis-à-vis des trois premiers indicateurs parce que toutes ces subventions impliquent directement qu'il y ait probablement là des aides ou des subventions de l'État. Les indicateurs suivants, c'est donc des stratégies et plans d'action, des solutions communes transfrontalières, solutions élaborées conjointement, participation à des actions communes transfrontalières. On dirait qu'on parle de la même chose. Vous avez raison. C'est un peu la même chose, mais il y a des nuances, des petites nuances. Donc, il faut essayer d'être bien précis. Parce que tous ces indicateurs sont bien définis dans les règlements, sont imposés par l'Union européenne. Alors, comme Geronimo l'a dit ce matin, je pense qu'il a dit que les règlements, il faut les lire, même si c'est ennuyant, d'accord? Donc, des fois, lorsqu'on lit un règlement, on se rend compte qu'il y a des petites différences très, très, très petites, mais qui existent. Donc, il faut jouer les jeux un peu dans le cadre où on travaille. Objectif spécifique 7, le dernier. Amélioration de la protection, la préservation de la nature, de la biodiversité, renforcement des infrastructures vertes, en particulier améliorement ainsi qu'en réduction de toutes les formes de pollution. Ici, nous avons des typologies d'action que vous voyez sur l'écran. Harmonisation des stratégies d'infrastructures vertes des pays et régions de la zone transfrontalière, collaboration transfrontalière à l'appui du réseau transeuropéen d'espaces naturels, action de conservation, restauration de l'environnement naturel et action de restauration des espaces à biodiversité dégradée et gestion de l'affluence du public dans le milieu naturel. Bon. Cet objectif spécifique a également des indicateurs de réalisation de, précisément, stratégie et plan d'action élaborés conjointement et solutions élaborées conjointement. Pour les stratégies, je vais vous donner une piste. Et le plan d'action également, c'est quelque chose qui a un impact. Il y a des entités publiques impliquées normalement, et c'est normalement au long cours. Et il y a l'approbation publique,
etc. Donc, les indicateurs de résultats seraient donc solutions adoptées ou étendues par les organisations, stratégies et plans d'action communs adoptés par les organisations. Voilà donc, voilà le cadre général. Se van a hacer en este taller, bueno, en esta tarde, simplemente se presentaban. Donc, on a tout simplement présenter un petit peu les priorités, les typologies d'action et les indicateurs. Donc, maintenant, j'ai ici une liste où j'ai noté des éléments qui pouvaient être renforcés vis-à-vis de la période antérieure, préalable, des erreurs. Et il s'agit ici de partager vos doutes ou peut-être, si vous le souhaitez, présenter votre idée de projet. S'il y a quelque chose que vous souhaitez partager, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions que vous souhaitez partager, faites-le également. Si je peux vous répondre, je le ferai. Sinon, je vais passer la question à mon équipe et puis on va vous donner une réponse ultérieurement. Il s'agit donc de partager vos doutes parce que pour nous, c'est important de voir un petit peu si vous avez tout compris, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Allez-y. Hola, gracias. Hola. Yo quería Oui, preguntar, merci. Je tiens à vous demander concernant la bioéconomie et l'utilisation des ressources naturelles. Ça, on devait l'inclure dans l'économie circulaire, conservation, peut-être. Quel est donc le cadre? D'accord, je comprends votre question. Donc ici, mobilisation de ressources forestières ou produits qui viennent des fermes. Donc, qui pouvait avoir une utilisation dans l'économie circulaire pour ne pas consommer tellement de ressources. Moi, je pense que vous avez répondu à votre question hein, vous-même. Parce que vous êtes ceux qui avaient plus d'informations concernant votre projet et concernant les typologies d'action ou les objectifs spécifiques. Moi, compte tenu du peu d'informations que j'ai, on dirait que l'économie circulaire pourrait être une bonne option. Et on pouvait penser également, pourquoi pas, la priorité 1 concernant l'innovation et la concurrence. Mais bon, peut-être que la typologie d'action n'est pas tellement adaptée. Et c'est également lié au sujet de la protection et la biodiversité. Et donc, je pense que si vous justifiez bien vos choix et si vous êtes cohérent, ça va passer. Je pense que ça va de soi. Enfin, le secrétariat conjoint, à partir de demain, où l'appel sera publié, le texte sera publié, étant donné qu'on participe au processus d'évaluation des propositions, nous ne pouvons pas vous soutenir puisqu'il y aurait un conflit d'intérêts. Donc, personne qui soit impliquée dans ce processus d'évaluation des candidatures ne devrait travailler avec vous sur vos projets et sur des aspects qualitatifs. On peut vous aider concernant la conception ou le montage. S'il y a des sujets concernant le personnel, quelqu'un me demandait tout à l'heure pour les frais de personnel et comment ils peuvent faire parce qu'avant, ils avaient une typologie de coûts simplifiée. Maintenant, c'est tout des coûts réels et puis il faut qu'ils adaptent un peu le montage, la structure interne de leur projet. Et ils me demandaient comment présenter les fiches de paye. Donc, il faudrait un pourcentage fixe. Et puis, ce genre de questions, on va pouvoir vous aider, mais il s'agit des questions qui vous allez vous poser parce qu'il faut anticiper un petit peu les problèmes qui vont se créer.
Donc, toutes ces questions, je pense qu'il faut le poser parce que des fois, on se dit, bon, mon entité, c'est peut-être, ne peut peut-être pas assumer toutes ces charges cette charge de travail. Donc, après avoir écouté Émilie et Sylvia, on va pouvoir évaluer les dimensions d'un projet POCTEFA et puis tout le travail nécessaire pour le préparer et puis le gérer. Oui, bonjour. Vis-à-vis de la question précédente, lorsqu'on choisit un objectif spécifique, donc il y en a 4 là, et quelques-uns ont le même indicateur de réalisation. Comment est-ce qu'on va choisir entre l'un ou l'autre? Hmm, le budget, vous voyez, n'est pas divisé, mais c'est plutôt alloué par priorité. Parce qu'on peut être là au milieu entre deux possibilités. Oui, tout à fait. L'objectif du programme est donc d'atteindre les objectifs prévus dans chacun des indicateurs. Donc, le comité de programmation a une stratégie parce que nous, il faut qu'on informe la Commission européenne. Et puis, nous, en tant que projet transfrontalier, nous souhaitons atteindre nos objectifs. Donc, si on voit qu'on a beaucoup de projets pour un même objectif spécifique, on verra bien. Mais cela ne dépend pas que de nous, ne dépend que de nous. S'il y a beaucoup de projets concernant un objectif spécifique, ce n'est pas positif parce que peut-être on ne pourra programmer qu'un objectif limité, qu'un nombre limité de projets. Donc, il va falloir peut-être programmer un autre projet qui va nous aider à atteindre les objectifs prévus parce que cela va être au bénéfice du territoire. On ne peut pas avoir de projet que concernant la prévention des risques ou l'économie circulaire. Vous voyez? Oui, bonjour. Et dans des projets qui continuent, quel est donc le point d'équilibre? C'est-à-dire, je ne sais pas trop comment poser ma question. Donc, s'il y a une continuité, donc est-ce que le projet, si ce projet qui continue un projet précédent est trop similaire au précédent, est-ce que c'est positif ou est-ce qu'il y aura une pénalisation là, quelque part? Qu'est-ce qui va pénaliser des projets qui continuent, des projets préalables? Quel était donc votre projet? Non, il n'y a pas des pénalisations et au contraire, enfin, un projet qui a fonctionné bien, qui a bien marché. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas. Tout ça fait partie de l'expérience des partenaires, hein. Alors, les projets de continuité, si ce projet-là était un bon projet, cela va donner beaucoup de confiance et va être bien évalué vis-à-vis des critères de sélection parce qu'on va tenir en compte l'expérience et la capacité de partenaire. Donc, un partenaire qui a déjà présenté un projet, qui a eu du succès, qui a eu de bons résultats, qui a bien marché, va être bien valoré ou valoré de manière positive par le partenariat dans son ensemble. Le partenariat, c'est-à-dire le programme. Et cela sera positif, bien sûr. Mais il n'y a pas de critères là pour pénaliser un projet de continuité ou pour le favoriser non plus, hein. Moi, je pense que c'est plutôt un plus, hein. C'est positif. Et si le projet a fonctionné dans le passé, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnerait pas dans l'avenir et puis ajouter de la valeur? Parce qu'il peut y avoir un nouveau partenaire ou plus d'expérience ou d'expertise ou peut-être que la zone d'impact va être élargie ou peut-être qu'il y aura des contributions que vous devez expliquer. Il faut convaincre le programme que ce projet est vraiment intéressant. Oui, vis-à-vis à
cela dans l'objectif spécifique 7 concernant la biodiversité. Dans le programme opérationnel, vous dites qu'il faut différencier clairement d'un projet live. Comment? Alors, Pues ahí no sabría cómo contestarte. je No ne sé saurais pas vous dire. alguien entre el público Je ne tiene sais pas si experiencia quelqu'un dans le en public a proyectos de l'expérience. On vous demande de bien vouloir utiliser le micro, s'il vous plaît, pour la traduction. Oui, le projet LIFE, le programme LIFE ne donne plus de subventions pour des études, par exemple, mais je ne sais pas si il faut tenir en compte d'autres critères, hein, Bueno, a ver, yo creo franchement. que esto pasa como en todas D'accord, en je todos los crois que c'est un proyectos peu comme dans tous les que hay objectifs politiques. muchos programas Il y a europeos. beaucoup de Entonces, programmes creo européens. que hay que siempre acogerse Et a las je crois qu'il faut especificidades toujours del programa tenir operativo de compte cooperación. de la spécificité des Entonces, programmes. Ici, dans yo ce cas-là, c'est ahí la lo que coopération transfrontalière. Donc, c'est plantearía probable puntos qu'il y ait des compartidos thématiques, des points de con connexion entre un pero programme et un autre. sí que Mais se busca siempre ce qu'on buscar esa souhaite toujours, especificidad. c'est de trouver les Entonces, spécificités. bueno, Et un alors, punto moi, je de hincapié préconise de se concentrer sur les critères de coopération transfrontalière et se concentrer dans l'explication, non? Expliquer clairement pourquoi POCTEFA peut aider à atteindre les objectifs souhaités par ce projet-là. Et puis, essayer de mettre en valeur la coopération transfrontalière et le composant de frontières, d'accord? Dans le domaine écologique de la biodiversité, c'est clair parce qu'il n'y a pas de frontières. Les frontières là n'existent pas. Et donc, concernant d'autres thématiques, on va pouvoir trouver en Erasmus ou des projets de fonds social, du fonds social, de LEADER. Il y a de nombreux programmes, des programmes européens se croisent dans beaucoup de points. Donc, il faut trouver la spécificité toujours. Et pourquoi POCTEFA et pas un autre? Je ne sais pas si cela va vous aider ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant les indicateurs propres, est-ce qu'il y a une idée du nombre d'indicateurs à définir? Non, non, vous n'allez pas définir des indicateurs propres. En fait, on recommande toujours que les projets incluent une activité d'évaluation et de suivi. Cela, bien sûr, ferait partie de vos activités propres de gestion du projet. Comme Amaya l'a dit, on va valoriser et évaluer positivement vos indicateurs, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, on va vous demander que de suivre les indicateurs de réalisation du programme et du résultat de programme. Donc, dans le formulaire, il n'y a pas d'endroit spécifique où on va vous demander quels sont vos indicateurs propres. Vous pouvez les avoir ou pas. Si vous avez une méthodologie que vous suivez pour le suivi, etc., c'est bon, mais il faut pas le mettre dans le formulaire, ce qui simplifie les choses. Avant, le programme, vous vous obligez à sélectionner un indicateur minimum de programme. Il avait beaucoup d'indicateurs propres. Donc, à chaque fois que vous vous informiez, tous les 6 mois, et maintenant, c'est tous les 6 mois. Avant, c'était une fois par an. Donc, c'est bien que d'informer sur un seul indicateur et non pas sur 50 000. Mais cet indicateur, peut-être qu'on va voir un résultat qu'à la fin du projet. Et d'accord, mais il faut donc expliquer cela, que l'indicateur sera 0 à chaque fois jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des indicateurs qui marchent bien pour quelques projets, mais pas pour d'autres. Le 14-20, ce qui est arrivé, c'est que des projets ont indiqué 0, 0 à chaque fois.
Et on nous expliquait que, d'accord, c'est 0,0, mais on vous apporte des preuves documentaires du rapport qui était en train de rédiger ou des études préalables effectuées ou des échantillons. Il ne pourrait pas mettre la valeur 1 parce qu'il n'avait pas finalisé le travail, mais on avait effectivement des preuves qu'il y avait un travail qui avançait là, derrière tout cela, vers l'objectif. Est-ce que je m'explique? Oui, parce que la valeur peut être 0, mais il y a des éléments qui vont montrer qu'il y a un travail qui est en train d'être fait là. Il y a évidemment quelques aspects très spécifiques là, et c'est vrai, jusqu'à la fin, on ne va pas pouvoir savoir quel est l'impact des mesures de prévention de risque jusqu'à ce qu'elles soient mises en œuvre. D'accord? C'est compliqué là. Mais la règle appliquée est la même pour toutes les priorités et pour tous. Donc, voilà. Il faut être cohérent. Ça, c'est important. Oui, concernant les indicateurs. Vous voulez les voir? Non, non, c'est bon. Là, nous avons des plans conjoints, des solutions communes, etc. Mais suivant la nature du projet, l'assistance technique peut être commune également. Donc, si l'assistance technique est donnée, nous savons que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quelle part correspond à chaque partenaire. Donc, le processus n'est pas clair. On souhaite tous arriver à la même destination, mais quelle est votre recommandation concernant l'assistance technique? Qu'est-ce que vous préconisez là? Bon, il y a beaucoup de possibilités là. Et après, fonction des partenaires, il y a un peu de tout. Il peut y avoir un seul partenaire qui gère l'appel et puis après, les dépenses sont réparties ou il pourrait arriver qu'un seul partenaire va assumer le coût, mais on n'a pas vraiment une recommandation pour tout le monde. Mais dans ce cas-là, il peut y avoir des problèmes. Oui, cela dépend ça dépend des cahiers des charges. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. Une autre possibilité, c'est que chaque partenaire prévoit une assistance technique de leur part. C'est moins intéressant, peut-être, parce que c'est beaucoup mieux que d'avoir une unité là. Oui, bonjour. C'était plutôt une question sur le reporting tous les 6 mois en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est des... je vous dis, je crains un peu en fait des difficultés pour le chef de file d'aller chercher des informations financières à 6 mois dans toutes les structures. Je pense que dans les petites structures, c'est faisable. Et sur les grosses organisations, ça me fait un peu plus peur. Donc, je ne sais pas si tu peux me répondre en me rassurant ou pas. Mais le reporting, je pense que quand je parlais de tous les 6 mois, ça va être par rapport aux indicateurs. Oui. Et par rapport aux déclarations de dépenses, je pense qu'on va continuer sur la même formule. Ouais. De rien. De toute façon, voilà, on vous répondra, on vous informera aussi plus concrètement, qu'on saura plus comment on va le développer. Mais ça, normalement, les systèmes devraient être plus simples. Plus simple, et l'idée c'est que tout ce qui est les reporting et les travails pour nous donner les informations, ça va être plus simplifié et plus ordonné aussi.
je pense que quand vous allez voir l'application SIGEFA, tout va être quand même assez clair et on a beaucoup pensé du point de vue en nous mettant dans votre peau un peu. Et je pense normalement que tout va être plus simple. Les livrables, il y en aura qu'un à apporter. Niveau indicateurs aussi, ça va être plus simple. Donc, oui, je pense que normalement, si vous êtes programmé, votre tâche sera simplifiée, je pense, et on espère que ce sera comme ça. Une question, vous avez présenté beaucoup l'eau, biodiversité, l'eau, milieu ambiant. Moi, je travaille dans le recyclage des matières, plastiques, tout ça, ça rentre bien dans ce thème ou on n'est pas dans cet axe? Recyclage, emballage? Ça pourrait être, mais comme je disais aux collègues, ça dépend aussi de l'ampleur de votre projet et qu'est-ce qui va traiter, si ça va être une question plus d'innovation dans le... Parce que j'hésitais avec la priorité 1. Mais ça pourrait l'être. Comme c'est appliqué sur le recyclage, on est entre les deux en fait. S'il y a des techniques très innovantes, mais peut-être que vous devrez voir aussi... Voilà. Mais tout à fait, dans l'axe 2, normalement, ça devrait aussi s'encadrer. Ça dépend aussi de comment vous pensez les développer. Parce que ça limite le CO2, vous en avez parlé, le changement climatique. Voilà. Mais c'est parce que vous avez beaucoup parlé d'eau là, donc ça, je me disais que ça ne correspond pas. Il y a... Ah, ok. Non, mais c'est juste c'est une des objectifs spécifiques. Ouais. Okay. Parmi d'autres. ¿Alguna pregunta más? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des doutes? Bon, on a le temps de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si dans les présentations de ce matin, vous avez eu de doutes, de questions, mais nous, on a fait une liste d'éléments d'alerte, si vous voulez les appeler comme ça. Donc, entre les frais exclus, on souhaite surligner, entre autres, les plus communs, les frais de directeur de société qui sont et toutes les contributions en espèces qui ne sont pas possibles, qui sont interdites. Veuillez utiliser le micro, s'il vous plaît. Ce cas arrive souvent dans l'ancien axe 1 de la période 14-20, mais dans l'axe 2, c'est possible également parce que c'est des travails avec des centres de recherche. Donc, il peut arriver qu'un centre hospitalier travaille avec une université ou une fondation. Et puis, la fondation met à disposition une personne, par exemple, et puis voilà leur contribution. Et cela est permis. Mais il y a des normes. Oui, où est-ce qu'on peut consulter toutes ces normes-là? Parce que moi, je ne sais pas. Oui, dans le manuel. Tout à fait. Vous allez avoir le temps de les lire et puis ce serait bien si vous puissiez jeter un coup d'œil au manuel avant de préparer les appels et puis pour comprendre un peu la logique. Et si vous souhaitez présenter ce genre de projet, la mise à disposition de personnel, c'est donc mettre le solde, le salaire de cette personne qui va être payée par un tiers et le mettre comme cofinancement public. Mais il y a une limite qui ne peut pas aller au-delà de l'autofinancement. Donc, il faut connaître ces normes-là. Et est-ce que cela doit être 100%? Ça, c'est différent parce que là, on parle du genre de la typologie de présentation des frais de personnel, c'est-à-dire, comme Amélie a expliqué, c'est un coût réel. Donc, il faut que ce soit 100% ou un pourcentage fixe. Et c'est une simplification parce qu'il y avait un taux élevé d'erreurs dû à la présentation de frais de personnel. C'était un peu le casse-tête du 14-20. Il y a eu beaucoup d'entités participantes qui ont eu de corrections financières à cause de ça. Qui ont été corrigés, mais qui ont été un casse-tête.
Un autre élément mentionné, c'est que c'est interdit une facturation entre partenaires et avec deux partenaires associés, c'est-à-dire la figure de partenaire associé, c'est une figure qui est un peu invisible, mais intéressante en même temps. Donc, c'est également une figure importante. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans le montage de vos projets, vous pouvez l'incorporer facilement. Normalement, c'est des partenaires qui ne reçoivent pas de FEDER, de frais, de fonds, mais qui vous soutiennent, c'est-à-dire une manière de dire que vous avez le soutien d'une entité publique, une autorité compétente dans la matière, et puis ça donne un peu de cachet à vos projets. Parce que c'est une entité qui va participer là, qui montre son intérêt au projet, sans participer au projet d'une manière financière. Donc, vous l'invitez à faire partie du projet. Cette entité ne va pas recevoir des fonds FEDER, mais vous pouvez, par exemple, payer un voyage, un déplacement, un logement, etc. Ils ne pouvaient pas présenter ces frais. C'est-à-dire, si vous invitez un travailleur de votre gouvernement régional, vous ne pouvez pas présenter vous pouvez présenter la facture, mais c'est le partenaire qui va assumer les frais. D'accord? Donc, vous devez prévoir dans votre budget. Donc, les frais des voyages sont calculés de manière pour un pourcentage. C'est un coût simplifié. Vous ne devez pas inclure cette facture-là, mais il faut en tenir compte, d'accord? Parce que c'est une manière de montrer que vous avez donc ce soutien-là. Je pense que c'est une figure dont il faut tenir compte, mais il faut faire très attention. Il ne faut pas inclure une entité privée qu'après vous souhaitez qui participe à un marché public que vous allez avoir. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous l'avez en tant que partenaire associé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une information privilégiée, puis après ils vont être faire partie de l'assistance technique. Ça va poser des problèmes. Vous ne pouvez pas payer une assistance technique à un partenaire associé parce que là, il va y avoir un conflit d'intérêt parce qu'il a peut-être participé à l'élaboration des cahiers des charges et donc il va avoir une position il va bénéficier de toutes ces informations. Moi, j'ai une question concernant le partenaire associé, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il soit dans la zone POCTEFA ou pas? On va appliquer ici les mêmes règles qu'aux entités partenaires qui peuvent participer au programme, c'est-à-dire les entités partenaires peuvent venir du territoire POCTEFA ou bien être basées au-delà du territoire POCTEFA, soit Espagne, France ou peut-être Portugal également. Si le rôle qui va effectuer un impact sur le territoire ou un bénéfice des objectifs, c'est-à-dire il faut que ce soit pertinent, que sa participation soit pertinente, mais rien n'empêche qu'il puisse venir de n'importe où. D'accord? Très bien. Il y a d'autres questions? Agnès? Quelqu'un là derrière, peut-être? Une double question. Sur les frais de déplacement, il peut arriver sur des projets où il y a beaucoup de terrain qui représentent beaucoup plus que 6%. Nous, ça arrive qu'on arrive à 15% par exemple. Est-ce que dans ce cas, il y a des modalités qui sont prévues ou pas? Non. Et donc, est-ce que forcément aussi les déplacements des partenaires associés vont forcément dans les déplacements? On ne peut pas les passer dans les prestations externes? Je crois que ça va être compris dans le 6% de frais de déplacement. Il faudrait peut-être penser autrement et chercher une formule pour, par exemple, louer un bus, louer la location d'une voiture, par exemple, que la dépense est éligible. Et voilà, et une prestation service, en fait, voilà, vous faites une location. Et comme ça, vous pouvez imputer la totalité de la dépense de cette location et ils s'en servent de cette voiture-là. C'est une façon de compenser. Hola. Bueno, quería hacerte una pregunta a estas alturas. Bonjour, j'ai une question. Quel est l'intérêt d'avoir un partenaire associé, par exemple? Bon, cela dépend du projet, évidemment.
Mais par exemple, mettons que vous souhaitez développer, je ne sais pas, je pense à l'emploi. Par exemple, vous souhaitez ou quelques entités souhaitent créer un observatoire de sujets liés à la culture. Il y a des entités liées au théâtre, des entrepreneurs, etc., qui peuvent inviter le service d'emploi public à participer en tant que partenaire associé. Puis, ils sont invités aux réunions pour qu'ils participent, etc., pour qu'ils fassent un accompagnement technique, etc. Et donc, lorsqu'il faut évaluer ce projet, le comité de programmation a donc un indicateur que ce projet a l'intérêt public des entités publiques. Et donc, cela pourrait être intéressant. Cela donne un peu de poids, de l'importance, la garantie, l'intérêt des entités publiques. Ou que les autorités compétentes dans la matière sont présentes là, et même s'ils ne participent pas de manière active en tant que partenaire, est dû à leur nature peut-être ou dû aux circonstances, parce qu'ils n'ont pas la capacité financière nécessaire pour participer en tant que partenaire actif du projet. Moi, je pense que c'est un plus là, un point de plus dans l'évaluation du projet. Avoir plus de points. Et puis, comme Carmen a dit, concernant l'autorité nationale espagnole ce matin, cela montre que nous avons des partenaires compétents dans la matière. Et des fois, cela peut être intéressant que d'avoir un observatoire, l'observatoire de la biodiversité, n'importe quelle entité qui ne participe pas d'une manière active, mais qui fait une contribution au niveau d'expertise, peut-être. Parce qu'on ne parle pas de frais, là. Non, non, non. Moi, j'ai une question concernant la réhabilitation des bâtiments qui soient déjà à la propriété de l'entité et qui vont être utilisés dans le projet. Est-ce que c'est éligible? Oui, tout à fait. Ce qui arrive, c'est que le règlement européen indique que cette réhabilitation, par exemple, lorsqu'il s'agit des raisons énergétiques, s'il y a un isolement ou des panneaux solaires installés, là, tu es en train de bénéficier d'un coût énergétique. Donc, la subvention n'est pas seulement financière, mais il y a également une aide indirecte qu'il faut valoriser. C'est-à-dire, par exemple, vous allez épargner des frais au long terme parce qu'au long terme, vous allez avoir un bénéfice indirect. Donc, cela, il faut le quantifier. Parce que cela pourrait, je ne sais pas dans la nouvelle période, mais si vous allez inclure cet élément-là, on pourrait le voir en détail, voir le genre d'innovation ou de réhabilitation et l'impact concernant le bénéfice énergétique obtenu. On ne recommande pas d'engager des services internes dans la même structure. C'est-à-dire, si le CSIC a des services différents, il ne devrait pas engager un service qui fasse partie de cette structure-là, excepté si leurs normes établissent que c'est possible. On ne devrait pas payer une facture avant la prestation de service. Concernant la TVA, vous avez dit ce matin que la TVA ne peut pas être imputée. Moi, je comprends que la TVA est non récupérable. La TVA est subventionnable. Rien ne change vis-à-vis de la période précédente. C'est-à-dire,
Dans le nouveau règlement, il est indiqué que le projet au-delà de 100 millions d'euros ne peuvent pas présenter la TVA. La TVA ne peut pas être subventionnée, mais en dessous de 100 millions d'euros, la TVA est subventionnable. Si on montre qu'il ne va pas pouvoir être récupéré, s'il est récupéré, on ne peut pas demander cela, sinon il y aurait un double financement. Et c'est un sujet légal, là. Je suis désolée d'insister. Non, bah non, pas du tout, hein. Vous avez parlé de factures anticipées. C'est une recommandation, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a des équipements que sinon ne vont pas être livrés. Et ça mène à une deuxième question. Pour du matériel fongible, il faut inclure la partie amortissable dans la période du projet, c'est-à-dire s'il y a des amortissements qui pourraient être effectués lors du projet, il faut le faire au départ. Par exemple, si on a un émetteur peut durer 5 ans ou peut-être un an. Et il faut voir des règles d'amortissement de votre entité, c'est-à-dire si vous avez des règles prévues dans votre entité indiquant que la pratique habituelle est un amortissement à 3 ans, il faut l'appliquer. Il faut présenter, il faut l'expliquer. Et pour les privés qui n'en ont pas, eh bien, il faut le développer. C'est hautement recommandé. Parce que les équipes ont une période d'amortissement et sinon, il y a toujours des règles générales. Et sinon, si vous n'avez pas une pratique habituelle interne, une règle va être appliquée. Oui, bonjour. Vis-à-vis de la question préalable concernant l'équipement pour une épargne énergétique, je n'ai pas compris si ce que vous avez dit était positif ou négatif. Parce qu'avant, on considérait que c'était des revenus qui étaient décomptés de l'aide publique. Mais dans cette période, on ne fait pas de suivi des revenus. C'est-à-dire, si vous générez un revenu avec l'aide FEDER que vous avez reçue dans la période précédente, on décomptait cela du FEDER. Il fallait faire des études de coût-bénéfice. Et si le bénéfice était plus grand que le coût, compte tenu des frais de fonctionnement de la structure, alors il faut le décompter. Il fallait faire une analyse exhaustive concernant les réhabilitations énergétiques. Et on en tenait compte également. On pourrait les considérer un bénéfice pour l'entité. Et je ne sais pas vous dire maintenant si dans le nouveau règlement, parce que je ne le connais pas à ce niveau de détail, je pense qu'on n'a pas spécifié ça dans le manuel. Donc, si vous avez ce genre de rénovation énergétique, il faut vous mettre en contact avec nous et puis on va tout analyser avec notre responsable financier. Puis, il faut voir s'il faut faire une analyse du genre de réhabilitation, son impact, etc. Et ce qui peut être financé ou pas. Parce qu'à vrai dire, il faut évaluer que toutes les activités effectuées doivent avoir un composant transfrontalier. Alors, il faut le justifier. Oui, vis-à-vis de l'amortissement d'équipement. Si on pense à un système d'alerte, cela va demander un équipement qui va être utilisable. Et là, on parle d'amortissement également, parce que toutes ces équipes ne vont pas avoir une autre utilisation. Ils peuvent durer 2 ans ou 5 ans, on ne sait pas trop. Par exemple, un système d'alerte précoce ou rapide. Oui, il faut compter les années d'amortissement. Il faut compter les années d'amortissement. C'est-à-dire, si l'équipe a un amortissement à 10 ans et les projets ne durent que 3, alors on va pouvoir imputer 3 ans. C'est tout. C'est comme ça. Et là, il y a des cas, des projets où on a financé un camion de pompiers et puis on a pu imputer ce camion dessiné spécifiquement pour une collaboration, un partenariat transfrontalier. L'imputation
ne couvre que les années du projet, en fin de compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres doutes? Non? D'accord, donc je continue. Il me reste 5 minutes, c'est tout. Concernant les subventions de l'État, je ne sais pas si c'est clair, mais on a parlé des indicateurs. J'espère que je n'ai pas mélangé le pinceau. Vous devez tous compléter la partie formulaire où il y a des questions. Donc, les règles de subvention d'État, en principe, suivent 5 critères. Justement, avec la participation au POCTEFA, vous remplissez 3 d'entre eux. Participation des divers États membres. On va vous demander le type d'activité. Est-ce qu'il s'agit d'une activité économique? Et une autre question serait s'il existe un marché spécifique et si votre participation dans ce marché de biens et services va déséquilibrer le marché. Donc, si votre réponse est positive, donc, vous serez soumis aux subventions de l'État. Ce n'est pas négatif. Vous continuez à recevoir 65%, mais c'est intéressant pour vous parce que cela implique que votre cofinancement public que vous pouvez recevoir d'autres entités publiques serait limité à 80%. C'est-à-dire, vous devriez assumer 15% d'autofinancement, tout simplement. Mais c'est important d'en tenir compte. Sinon, ce serait irrégulier. Vous ne remplissez les articles 117-118 du traité de l'Union européenne. Donc, tout simplement pour que vous en teniez compte parce que ce genre de règles sont applicables à vous. Et donc, si vous travaillez avec des tiers, des entités, des entreprises qui reçoivent ces subventions économiques indirectement à travers la participation au projet, vous êtes obligé de les informer qu'il faut qu'ils respectent le règlement des subventions de l'État. Donc, il faut les identifier dans votre formulaire candidature et dire que vous allez travailler avec ces entreprises-là ou ces entités-là, etc. Parce que c'est une activité économique, etc., etc. Et ces entités devraient, donc ces subventions doivent avoir ce titre-là, aide ou subvention d'État. Donc attention à une question. Quand tu dis qu'on va travailler avec tu parles de prestations de services là, parce que moi, peut-être que je ne sais pas qui je vais engager. Non, non, tu peux travailler avec une société qui fait une prestation de service et tu vas payer ce service. Mais on parle ici d'aide indirecte. Parce que lorsqu'on travaille avec une prestation de service, on paye un service, il y a un marché. Là, il n'y a pas d'aide d'État parce que tu n'es pas l'État. Mais si tu organises de formations gratuites et que tu ne donnes accès à quelques entités-là et pas d'autres, et pourquoi est-ce que ces autres-là ne peuvent pas participer? Donc, l'aide indirecte peut être quantifiable là. Cette participation dans des formations. Donc, on leur donne un privilège que d'autres n'ont pas. Donc, ce que tu ne peux pas faire, c'est donc avoir des subventions à cascade. La subvention fédérale que tu fais, tu ne peux pas la redistribuer en tant que subvention. Tu peux faire un engagement, tu peux passer un marché public, etc. Mais c'est des concepts bien différents. Et je termine. Attention au marché public. Il faut faire attention aux appels parce que si vous passez les 15 000 €, il faut avoir toujours 3 offres, il faut consulter 3 entités différentes, 3 budgets différents. Attention aux critères de sélection et les codes de crédit discriminatoires, c'est-à-dire dans votre cahier des charges, il ne faut pas spécifier ou inclure des critères trop restrictifs parce qu'il y aura toujours des corrections dans ce sens-là. Attention au principe d'égalité, transparence, publicité. Si vous pouvez avoir une pub transfrontalière, c'est un plus. Et
il faut les publier de la même manière d'un côté et de l'autre de la frontière, c'est-à-dire. Et puis, enchantée d'avoir fait votre connaissance. J'espère que cela a été intéressant pour vous. Et puis, bonne chance. J'espère que vous allez pouvoir développer des projets vraiment intéressants et qu'on va avoir la possibilité de travailler ensemble. Merci bien. Bonne soirée.